Eh bien, bienvenue à tous. Merci à Tesla. Merci à Michelin de nous recevoir soit en tant que partenaire, soit en tant qu'utilisateur des voitures. Il y en a un là qui en plus est chez Swiss Life. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter qui est Swiss Life. Parce que Swiss Life, on fait des choses, mais des fois on fait pas tout dans l'assurance. Et le but, c'est de vous présenter Swiss Life, l'architecture, voir comment est organisé Swiss Life. Et puis nous aurons trois sujets. La présentation du groupe. Nous aurons une partie gestion privée, puisque c'est une de nos particularités chez Swiss Life. Et puis la troisième, je crois que vous êtes venus principalement pour voir la fiscalité des voitures électriques. Je me trompe ou pas? Qui est venu pour ça? Ok. Bon, c'est bien, ça se partage. Alors, qui est Swiss Life? Alors, Swiss Life, dans la présentation, on va partir du côté international, puis on redescendra sur la partie opérationnelle chez nous. On vous expliquera un peu nos métiers, et puis on vous expliquera qu'aussi on recrute. J'ai pas de slide, mais vous dire qu'on y reviendra à la fin. Nous recrutons. Donc, Swiss Life, c'est qui? C'est un groupe suisse qui a été fondé en 1857 à Zurich, qui a bien entendu une implantation internationale, mais surtout, le principal du chiffre fait par Swiss Life, c'est le marché français, le marché suisse et le marché allemand. Bien qu'on soit présent dans 90 pays dans le monde, nous sommes quand même principalement présents sur ces trois pays-là. Alors c'est quoi? C'est 15,9 milliards de francs suisses. On ne peut pas parler en euros parce qu'on représente là le groupe suisse. Sur la partie France, et là vous allez comprendre que Swiss Life est une compagnie qui est exclusivement vie au sens général, c'est-à-dire que nous allons traiter le dirigeant d'entreprise comme on peut traiter le particulier sur plusieurs items. Ça peut être la mutuelle, dont vous avez tous, je pense, en poche. Ça va être la retraite et ça va être la prévoyance et bien d'autres choses, vous le verrez avec Alex. Donc c'est un groupe qui se développe et qui génère sur la partie France 5,3 milliards, je crois qu'on est un petit peu plus même. Donc c'est un groupe qui se porte bien. Sur la partie, si on redescend sur la partie régionale et le maillage de Swiss Life sur la partie France, nous sommes 7 directions régionales. Donc tout le monde ici peut être servi. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre. Donc on maille tout le territoire sur 7 régions qui sont presque, on va dire, indépendantes. Donc il y a un circuit court dans les décisions, ça va vite chez nous. Contrairement peut-être à nos confrères qui sont des plus gros de l'assurance, des généralistes, nous ne sommes pas des généralistes, nous sommes des spécialistes. Ce qui peut des fois resserrer un peu les compétences, mais pour autant, on maille tout le territoire sur cette région. La raison d'être, c'est finalement de pouvoir être présent pour nos clients, puisque des fois on peut se rendre compte qu'il n'y a pas le suivi qu'on pourrait attendre. Mais nous, c'est une raison d'être personnalisée, bien entendu, puisque chaque cas est unique. Donc on va aller chercher les besoins de chacun, qu'ils soient en prévoyance, en épargne ou autre. Et puis s'adapter bien entendu à ce que vous pouvez nous demander, nous, assureurs Swiss Life. Alors, pour tout ça, comment on fait et comment est organisé Swiss Life sur le réseau de distribution? En fait, où je peux trouver Swiss Life? On a en fait finalement deux réseaux. On a un réseau propriétaire qui est composé des agents généraux que vous pouvez voir dans vos différentes villes, qui ont pignon sur rue. Ce sont des agents généraux. Ils traitent non seulement la partie vie, mais aussi une partie dommage, puisque chez nous, 95% du chiffre est généré par la vie, la prévoyance, la retraite, etc. Et en nous faisant quand même un petit peu de dommages sur la partie pro, bien qu'on peut assurer des voitures chez Swiss Life sans aucun problème. Et puis nous avons, donc ça c'est les agents généraux, les ADP, qui sont des spécialistes aussi sur la partie vie, les conseillers commerciaux, et ça c'est le réseau propriétaire. C'est le réseau appartient. Ces trois réseaux-là appartiennent à Swiss Life. Et vous avez les réseaux que vous devez connaître, c'est les courtiers. Mais les courtiers, ils sont présents puisqu'ils ont une accréditation Swiss Life dans laquelle ils peuvent vendre du Swiss Life, du Generali, du AG2R, etc., etc. Et ça, c'est les réseaux ouverts.
C'est un réseau qui est développé par Swiss Life, par ce biais-là. Et puis nous avons des partenariats banques privées, puisque Alex nous en parlera à peine plus tard. Nous faisons beaucoup de choses sur mesure, notamment sur la gestion de trésorerie en entreprise. Nos clients, ben je l'ai dit, mais je le redis, mais nous avons 3 catégories de clients. Nous avons l'entreprise au sens général. Nous avons les indépendants. Je vais citer des professions, mais ça peut être pharmacien, ça peut être infirmière libérale, ça peut être tous ces gens qui sont en profession libérale. Et nous avons bien entendu les particuliers, puisqu'on ne peut pas les oublier, donc ils font partie de nos clients. Et bien souvent, ils se retrouvent ici, et puis à la fin de leur carrière, ils ont vendu l'entreprise, et bien ils viennent sur l'autre item, c'est le particulier. Nos gammes. Eh bien, nos gammes, c'est simple, nous travaillons sur la retraite. Alors, historiquement, Swiss Life est le premier assureur en Suisse. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez un peu le système suisse en retraite. Ce sont des piliers. Et Swiss Life est le premier assureur retraite en Suisse. Et donc, par ricochet en France, nous sommes aussi des gros faiseurs sur la partie retraite, sur la partie épargne, bien sûr. Et puis, encore une fois, je me répète, prévoyance santé et une partie qui est dommage. Alors, comment on est jugé aujourd'hui parce qu'on est jugé, tout le monde est un petit peu jugé sur les réseaux ou autres. On ressort quand même avec principalement des labels qui sont générés par, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette revue-là. Alors, c'est la revue qui est bancaire et assurantielle, et nous ressortons sur la qualité de nos produits plutôt bien, puisqu'on est chaque année labellisé entre la première et la 3e place. On est toujours sur le podium, ça veut dire qu'on est plutôt bien reconnu. Nous avons un label ISR, c'est pour ceux qui veulent de l'investissement socialement responsable. Nous sommes labellisés. Et puis nous sommes aussi jugés, bien entendu, puisque quand on parle d'entreprise, on parle forcément d'experts comptables. Et forcément, ils nous jugent aussi sur la qualité de nos produits et sur finalement le service rendu, puisque nous travaillons étroitement avec eux. Et donc, ils nous ont jugés aussi. Et nous sortons toujours, chaque année, on essaye de sortir sur le podium par rapport à la notation des experts comptables. Alors, la banque privée, je ne vais pas m'étendre dessus, puisque ça appartient à la présentation de Alex. Et nous avons une banque privée qui est spécialisée sur la partie, on va dire, vente d'entreprise et puis placement financier sur des sommes assez importantes. Mais voilà, Alex en parlera plus amplement tout à l'heure. Ce que nous avons développé chez Swiss Life, c'est la partie digitale, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté du digital, nous sommes à l'ère digitale. Donc nous mettons à profit pour nos clients pas mal de choses, notamment des chaînes, on a une chaîne YouTube dédiée à Swiss Life, et puis bien entendu tout ce qui va avec. Et puis nous avons aussi le parti pris, c'est de digitaliser notre espace client pour vous, clients, dans lequel vous avez une facilité de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des arbitrages, vous pouvez récupérer votre carte de tir payant. Enfin, tout un tas de services qui est digitalisé par une application qu'on appelle My Swiss Life. Et puis vous dire également que nous sommes quasiment aujourd'hui dans une souscription n'importe laquelle, hormis des choses particulières, mais nous sommes à 90% en signature électronique. Donc pour les clients, c'est plutôt rassurant, puisqu'on évite toutes les bêtises qu'il peut y avoir par l'humain finalement. Et donc Swiss Life développe énormément cette partie digitale. Et aujourd'hui, nous sommes à 90% de produits éligibles en électronique. Je vais passer la main à Alex, je crois, qui va nous dire quelques minutes sur la gestion privée. Est-ce qu'il y a on fera peut-être les questions-réponses à la fin, si ça vous va, si vous en avez. Merci Olivier. Je sais que vous passez une belle journée, vous aussi. Il fait beau, c'est plutôt agréable. Donc c'est vrai qu'écouter un assureur le samedi après-midi, je vous tire déjà mon chapeau parce que c'est pas simple. Donc je vais essayer de faire court, synthétique et de vulgariser un petit peu les mots que je vais employer. Pour 2 raisons. La première, c'est que je ne vous connais pas, donc je ne sais pas si on est en particulier le chef d'entreprise, le profession libérale,
Si, j'allais dire, s'il y a des personnes en retraite, je pense pas. Voilà, donc c'est très général. Je vais essayer de faire simple. Et puis si vous avez des questions, eh ben, vous les poserez à la fin. Quoi vous dire? Je vais passer sur celle-là parce que je la trouve trop compliquée. Celle-là est plus simple. Voilà, en gros, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Swiss Life est le seul assureur sur la place à être assureur et en même temps avoir à sa propre banque privée. Ce qui nous permet tout simplement de pouvoir gérer nos clients avec des solutions adaptées en fonction de la typologie du client. Qu'il soit petit, gros, très très gros, qu'il ait une vision à court terme, à long terme, à moyen terme, notre rôle c'est d'apporter une solution patrimoniale, quel que soit le besoin. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce slide? En fin de compte, on a une approche à 360 degrés qui est de dire on peut traiter aussi bien l'assurance, on peut traiter la banque privée et on peut traiter la banque d'affaires. C'est-à-dire quand on parle de banque d'affaires, c'est tout ce qui est cession, acquisition, optimisation de l'entreprise, tout ce qui est comment on rentre au mieux sa boîte. Tout ce qui est banque privée, c'est arriver à trouver tous les produits qui sont plus performants que ce qu'on peut avoir sur le marché bancaire, donc avec des produits adaptés. Et puis le marché d'assurance, comme l'a évoqué Olivier, que vous maîtrisez plus, toute la partie santé, prévoyance, retraite et épargne. Notre valeur ajoutée, elle est très très simple, c'est de vous apporter un conseil tout au long de votre vie. Alors quand on dit tout au long de votre vie, la millénaire c'est tout petit, puisqu'on a tous des parents, des grands-parents, et souvent on a la chance ou pas d'avoir des grands-parents, des parents qui ont pensé aux enfants et aux petits-enfants dès leur naissance, et c'est de pouvoir apporter des solutions de gamme. Et c'est pour ça que Swiss Life a cette étiquette de gamme, sans prétention, c'est pas pour dire qu'on est plus haut, plus fort ou meilleur, c'est tout simplement parce qu'on adapte nos produits à la demande. Et bien évidemment, comme la demande est un peu plus forte, mais comme Tesla en fin de compte, c'est-à-dire que le produit est plus spécifique, il est adapté à une certaine clientèle, donc le produit est différent de ce qu'on peut avoir sur le marché automobile. Et bien pour nous, c'est pareil. Avec des préconisations, des supports financiers qui soient adaptés à nos clients. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire vous en tant que particulier, nous en tant qu'assureur. Il y a plein de moments dans la vie pour pouvoir travailler ensemble. Tout simplement, c'est toutes les occasions. Alors je vais commencer par le bas. Il y a les événements de la vie qui peuvent faire en sorte que vous nous sollicitez davantage. Le moment du divorce, d'une transmission, d'une réorganisation patrimoniale, de la trésorerie, que vous soyez personnel ou d'entreprise. Et bien souvent, quand vous avez la trésorerie, aujourd'hui on le voit avec l'inflation, soit on a très très peu de rentabilité, voire zéro, soit on essaie d'avoir une rentabilité pour rattraper l'inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 5-6%. Donc c'est à ce moment-là où on tire notre épingle du jeu. On s'adresse aux personnes physiques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, personne physique, c'est le particulier, personne morale, l'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire profiter de tous les cadres juridiques et fiscaux qu'il peut y avoir dans notre profession d'assureur. Chaque métier est un métier spécifique, vous ne pouvez pas tout connaître, je non plus. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas taxi, donc automatiquement je connais mon métier et on essaie de faire en sorte de vous apporter les meilleurs conseils lorsque vous avez des besoins et des demandes. À partir de là, c'est en cas de vie, puisque bien évidemment vous profitez de contrats pendant la vie courante, mais aussi l'objectif c'est d'optimiser votre transmission familiale et patrimoniale le jour où la personne ferme les yeux. Voilà, on a la même chose sur la partie personne morale, c'est-à-dire que souvent, le particulier a certains avantages, l'entreprise en a d'autres. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est à même de vous apporter des solutions pour le placement de trésorerie, des solutions lorsque le dirigeant cède son entreprise, des solutions tout simplement lorsqu'on a au moment de la vente des garanties à tenir en actif passif. Donc là, je vais plutôt sur les techniques, je vais essayer de ne pas trop y aller. Et puis des placements sur mesure, puisque vous êtes exigeant, comme vous l'êtes avec Tesla. Donc automatiquement, on se doit en tant qu'assureur de vous apporter des produits qui sont au-dessus en termes de qualité. Un petit cours rapide. L'objectif, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, la rémunération, elle demande soit une sécurité totale, soit une sécurité un peu plus volatile, et ça permet d'aller chercher plus de rendement en gardant quand même une sécurité sur le capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos solutions sont des exemples rapides, des portes d'entrée qui sont certes assez élevées, puisqu'on est sur des bases de 75 000 € minimum,
Et l'objectif, c'est de vous donner la liberté totale de choisir de déléguer votre patrimoine de façon à optimiser ce que vous avez chez vous. Là, je vais faire vite parce que c'est pas le but. L'objectif, c'est d'avoir toute la partie patrimoniale ou toute la partie non patrimoniale. Et notre rôle, c'est de vous apporter la solution adaptée, si c'est du patrimoine, de l'entreprise ou du non patrimonial. En gros, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le maître mot d'un bon placement, on dit ça comme ça, eh ben, c'est d'avoir une diversification de tout ce que vous faites, qu'elle soit en termes de support, en termes de géographie, en termes de classe d'actifs et en termes de secteur. Donc si on veut être technique, eh ben, ça veut dire qu'on ne place pas son argent chez une seule personne, à un seul endroit, sur un seul pays. Et c'est lorsqu'on rentre dans ce défaut-là qu'automatiquement le dégât peut être fort, ou les dégâts peuvent être forts. Je vais sortir de ça. Et je finirai là-dessus. Alors, je sais que ça ne va pas toucher grand monde, mais au cas où. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des spécialistes dans l'assurance, nous sommes des spécialistes dans la banque privée, et nous sommes des spécialistes dans tout ce qui est cession d'entreprise. Et là, comme nous ne sommes pas des spécialistes propres de la cession d'entreprise, on s'entoure des meilleurs. Et qui sont les meilleurs? Donc, pour ceux qui peuvent éventuellement connaître, c'est le groupe Arcean qui s'occupe des cessions et acquisitions. Et également, la banque d'affaires Alantra, qui est la deuxième banque d'affaires au monde. Donc, je finis là-dessus. L'objectif, c'est de pouvoir apporter à nos clients à fort potentiel et qui ont des besoins particuliers, de pouvoir trouver des solutions, quelle que soit la problématique. Voilà. Et je vais donner la main à Messane, ce qui est le plus important de notre intervention, et on va parler de la voiture électrique. Allons-y. Bonjour à tous, donc Messane. Merci. Donc mes collègues vous ont très bien présenté Swiss Life, je pense. On a tous compris qu'on était un assureur spécialisé en banque privée, que nos offres s'adressent à quel type de clientèle? Voilà, entreprises, indépendants, particuliers. Et comme ils l'ont très justement dit, l'objectif, ça va être de regarder le périmètre total du chef d'entreprise ou du client. D'où l'aparté, le petit zoom qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas venir chez Michelin, on ne pouvait pas accompagner Tesla, sans faire un zoom sur la fiscalité du véhicule électrique. D'autant plus que les offres dont vous ont parlé mes collègues, finalement, vous avez la santé, la prévoyance, l'épargne, la retraite. C'est tout ce qu'on va appeler des périphériques de rémunération. C'est-à-dire qu'il va y avoir les avantages en argent qu'un chef d'entreprise va potentiellement pour une augmentation de salaire qu'il va pouvoir donner à son salarié, mais qui va avoir des charges, qui va avoir un impact, alors que finalement, mettre des dispositifs, par exemple, d'épargne ou de retraite en place, finalement, c'est un vrai avantage fiscal pour le chef d'entreprise, pour l'entreprise dans son ensemble. Et donc c'est en ce sens-là qu'on va regarder le véhicule électrique, autre périphérique de rémunération. Vous l'avez compris, je ne suis pas une spécialiste du véhicule électrique. Juste la considération de la fiscalité qui l'entoure. Et donc les objectifs des périphériques de rémunération, que ce soit le véhicule électrique ou le reste, c'est très simple. Ça va être de fidéliser et motiver les salariés. Alors, on ne va pas se mentir, hein, quand on a je n'ai rien contre Peugeot, je n'ai rien contre Renault, mais quand on va avoir effectivement, je ne sais pas, une 208 de véhicule de fonction, une Renault, le jour où on passe sur une Tesla, outre les avantages fiscaux que ça peut représenter, c'est une vraie valorisation aussi et une vraie motivation, un vrai message positif qu'on adresse à ses salariés. Associer les collaborateurs au développement, favoriser le recrutement aussi de nouveaux collaborateurs, puisque ça contribue à l'image de marque, mine de rien, de l'entreprise. L'image sociale, parce que forcément, véhicule électrique, employeur responsable, donc ce sont tous ces éléments périphériques auxquels on ne pense pas, puisqu'on regarde au début l'avantage financier, mais tous ces avantages parallèles contribuent, mine de rien, à l'avantage pour l'entreprise. Et les conditions fiscales et sociales sur lesquelles on va aller. Donc au niveau du contexte, je vous rassure, je ne vais pas tout vous lire, mon collègue vous a déjà dit qu'on était samedi après-midi, qu'il faisait chaud dehors, mais concrètement, un contexte qui évolue, l'augmentation de l'essence, on a arrêté les estimations au mois de janvier,
voilà, on a été plutôt limite. Une augmentation du coût total d'acquisition avec effectivement une valeur résiduelle des véhicules incertaine, en tout cas qui diminue significativement. Je ne vous refais pas le descriptif des différentes vignettes critères, mais en tout cas, effectivement, on va tous y être, même si on a des débats, par exemple, en région parisienne, pour ne rien vous cacher, ils essaient systématiquement de reporter les vignettes critères, mais on sait que c'est systématique. De toute façon, on va y arriver. C'est pas à vous que je l'apprendrai. Et une pression réglementaire constante. À ce titre-là, l'impact de la loi LOM, donc la loi d'orientation et des mobilités, et donc une volonté systématique, en tout cas là on est sur les flottes de plus de 100 véhicules, systématique justement d'encourager les entreprises à passer aux véhicules électriques. Alors très bien, vous me direz, toutes les entreprises n'ont pas 100 véhicules en flotte, mais on sait très bien comment ça se passe au niveau de la réglementation française, c'est-à-dire qu'on commence, on impulse, et ensuite ça se décline progressivement à toutes les entreprises. Jusque-là, tout va bien? Donc le détail des taxes applicables. La première qu'on va retrouver, c'est la TVS, la taxe sur les véhicules de société, qui a été remplacée par les taxes à l'utilisation dorénavant, qui porte sur le taux d'émission de CO2, les motorisations, et dont les taux sont calculés en fonction du nombre de jours d'utilisation. Une taxe annuelle égale trimestrielle, là c'est une taxe effectivement qui est applicable sur les flottes auto. La TVA, chaque prise de carburant. Le bonus dont bénéficient les véhicules électriques. Donc là, je vous fais un petit pêle-mêle en fait de toutes les taxes qui sont applicables et on verra ensuite l'impact général sur une simulation. Le malus CO2 qui est à payer par chaque entreprise systématiquement. Je vois qui est fait, on a tous bien conscience, donc je rentre pas dans le détail. Et l'IS sur l'amortissement non déductible, quand on a une flotte automobile, effectivement, il y a une partie qu'on peut déduire, mais passer le plafond, tout repasse au niveau de l'impôt sur les sociétés. Et le malus au poids, nouvelle taxe de 2022, 10 € par kilo. C'est bon pour vous? C'est juste un récapitulatif des taxes applicables. Et là maintenant, le vif du sujet, on va comparer. Alors je suis transparente, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un cabinet d'audit qu'en a mandaté. En toute honnêteté, mais on leur a demandé de prendre 3 modèles et on a voulu être fair-play, on a vraiment voulu prendre et un modèle Tesla, un modèle hybride, donc on n'est pas parti sur les flottes les plus polluantes. On est parti sur un exemple de prix catalogue remisé, donc ce qu'on peut constater dans une entreprise comme Swiss Life. Et donc là, tout simplement, ce qui va nous intéresser, ça va être le coût final. Donc la fiscalité pour un véhicule Tesla pour laquelle on va être à 6 676 €, l'estimation 6 000 € contre 16 000 € pour un Q3 et 24 000 € pour une Volvo. Est-ce que vous, il y en a combien d'entre vous qui ont un véhicule électrique dans le cadre de leur entreprise? C'est quelque chose que vous avez constaté quand vous avez fait la bascule? Ah ouais. Non mais la différence se remarque effectivement. Et on va voir juste après, est-ce que c'est clair pour vous au niveau de la différence? En fait, c'est le cumul des taxes qu'on a vues précédemment, effectivement, et qui rentrent dans la fiscalité versée par l'entreprise. Oui. Ce qui est inhérent en fait à l'intention du véhicule. Oui, au véhicule. C'est pareil. Ouais. Et donc, puisqu'on parlait tout à l'heure des flottes de plus de 100 véhicules, il était important quand même de revenir sur une échelle plus courante. Et donc, l'estimation de coût d'un véhicule compact roulant 10 000 km, dépenses de carburant 700 à 950 €. Pour un véhicule équivalent électrique, 200 à 250 €.
Vous confirmez? Vraiment, hein. Et donc pour une flotte de 5 véhicules, une entreprise ferait 2 250 € d'économie par an. Comment partager? Oui. J'ai eu la chance, quand j'ai pris la Tesla, c'était le charge gratuit. Ah oui, c'est encore pire. C'est zéro là. Voilà. Voilà. On va garder celle-là. Il ne faut pas la revendre. Effectivement. Et donc sont aussi à considérer toutes les économies sur l'entretien d'un véhicule, donc moins cher effectivement sur la Tesla. Je vais être honnête, je ne possède pas de Tesla, mais ça y est, le monde Tesla vient de s'ouvrir. Voilà. La carte grise, puisqu'en fonction des régions, on va avoir une exonération de la taxe région, 40 à 60 €. Donc ça, après, c'est les régions qui le décident. Le suramortissement, puisque dans le cadre d'une flotte, 40% des véhicules électriques peuvent passer en suramortissement. Notez-le, hein, si vous l'avez en entreprise, c'est important de le savoir. Et l'aide à l'installation des bornes de recharge, le dispositif à devenir. Alors effectivement, les abattements étaient plus gros avant, pour ceux qui ont anticipé, puisque de mémoire, on était à 60% si elle était ouverte à l'extérieur et à 30% si c'était uniquement en salarié, et là on est passé sur du 20%. Vous pouvez rajouter aussi sur votre amortissement, c'est le montant de la batterie. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais effectivement, on peut le mettre en amortissement. Alors après, ça dépend aussi pour les flottes, parce que là on parlait sur les flottes. Quand on les achète et qu'on n'est pas sur des flottes, effectivement, qu'on est en profession libérale, c'est pas tout à fait la même fiscalité parce que vous avez le choix. Soit vous faites l'amortissement sur la batterie, qui est bien scindé sur la facturation de la Tesla, soit vous dites je ne veux pas amortir la batterie, comme le moteur thermique, et après vous pouvez bénéficier des ICA. C'est un choix. C'est là où après il faut bien, je vous en parlerai de mon cas personnel derrière, où là justement il y a une réflexion quand même à avoir quand on veut ou pas amortir ou pas la batterie. Soit on roule beaucoup, soit on roule moins, et c'est là où la réflexion doit être. Exactement. C'est une bonne remarque. Oui, très bon. Et effectivement, tout ça, puisque c'est ce que vous disiez Olivier tout à l'heure, on travaille énormément avec les experts comptables, on est reconnu par la profession. Et donc effectivement, l'objectif, c'est pas de nous substituer à l'expert comptable et d'entrer dans le détail, mais par contre, c'est d'avoir une vision un peu 360 et de s'appuyer ensuite sur les experts qui vous aideront à faire le bon choix. Voilà pour la partie fiscalité, pour la partie Swiss Life même, pour ma partie. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non? Il n'y avait pas non plus de questions sur Swiss Life? Ça vous paraissait clair? Vous êtes tous dit ouais, gratuit. Je vais intervenir. Moi j'ai une question à l'ITEP, est-ce qu'on pourrait avoir des slides? Est-ce qu'ils seront communiqués? Est-ce qu'on pourra les diffuser à travers? Bien sûr. Ouais. Moi je vais vous parler de mon cas personnel parce que le partenariat avec chez Swiss Life. Chez Swiss Life, je suis sur Besançon, d'accord. Et j'ai acheté une Tesla grâce à un de mes clients. En fait, pour tout vous dire, parce que tout le travail, toute la présentation d'Olivier et d'Alex, je l'ai fait avec un propriétaire Tesla. Donc j'ai réussi à lui faire pas mal d'avantages sur sa prévoyance, sur sa fiscalité, sur ses garanties. Et à partir de là, il me dit stop, tu viens t'asseoir et on va faire la même chose. Tu es avec une thermique et mon coco, je voudrais savoir ce que tu dépenses par an. Donc moi, on n'est pas sur une flotte Swiss Life. Je l'ai acheté à titre personnel, je suis conseiller commercial. Donc ça veut dire que mon véhicule, c'est le mien. Je l'ai acheté moi et je défiscalise les ICA. C'est pour ça que j'ai rebondi, parce que moi, je n'amortis pas la batterie. Je serai indépendant, agent général, ADP, j'aurai le choix de me dire, est-ce que je roule énormément? Moi, j'ai acheté la SR+, parce que au quotidien, je fais entre 250 et 300 km par jour. Donc, je n'avais pas besoin d'une engrais, je n'avais pas besoin de plus. Et on ne va pas se mentir, au départ, c'est un coût, une Tesla. Donc, je voulais tester. Et au final, la fiscalité, pour moi en tant que salarié, elle vient sur ma feuille d'impôt sur le revenu. Ça veut dire que je fais 60 000 km par an, à peu près grosso modo, et vu qu'il y a une revalorisation
du kilomètre au niveau de l'électrique, ça m'a fait économiser. Comment ? Fiscal. Ah ouais, clairement. Ça, en fait, ça vient faire au niveau des frais réels un abattement de, je dirais, l'assiette de fiscalité. Moi, pour le coup, qui a été énorme. J'ai abaissé de 20 000 €. Ce qui n'est pas rien. Donc, quand on est sur une tranche, pour donner un ordre d'idée, sur une tranche commune à 30% de fiscalité, une TMI, une tranche marginale d'imposition à 30%, pour le coup, 20 000 €, 30%, 7 000, à peu près, 6 800. Donc 6 800 € d'économie. C'est pareil. D'accord ? Et là, je parle à titre privé. Donc là, la réflexion de se dire, est-ce que je roule beaucoup ? Est-ce que je suis déjà salarié ? Est-ce que je suis à mon compte ? Déjà, ça, c'est une réflexion déjà à avoir. Et après, est-ce que j'amortis la batterie ou non ? Parce que Tesla, pour l'instant, je dis bien, c'est les seuls à bien scinder sur la facturation de son acquisition de véhicule la partie carrosserie et la batterie. Ce qui fait qu'on a le choix de l'amortir. D'accord ? Que les autres véhicules ne le font pas encore. J'ai pu me renseigner, j'ai 2-3 copains qui ont acheté d'autres véhicules d'autres marques, dont je tairai le nom, mais c'est pas le cas. D'accord ? Donc c'est une vraie aubaine. Je prends le cas des taxis, je prends le cas de certaines professions commerciales, où là, infirmières, exactement, qui ont besoin sur des courts trajets, n'ont pas envie d'user du gasoil et de l'entretien. Donc une Tesla en modèle 3 et 7 plus, après ça c'est les choix de chacun, mais ça se réfléchit. Donc la fiscalité, elle est importante au niveau soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur la société, si je m'en veux. Est-ce que vous l'utilisez ça correctement, vous, au niveau de la fiscalité sur le revenu? Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui utilisent à titre pro, le reste vous êtes des utilisateurs perso, est-ce que vous jouez là-dessus ou pas? Ouais. Je vois un petit sourire quand même, donc ça veut dire ouais, là on l'utilise. Après, il faut voir si c'est plus intéressant d'aller sur les frais réels ou les 10%. C'est aussi là maintenant. D'accord. Donc voilà pour mon cas personnel. Après, voilà, chacun il voit midi à sa porte et aura sa propre utilisation, mais il y a des avantages. Et là-dessus, on est fort de conseils pour vous épauler justement sur ces stratégies à aborder au niveau de la fiscalité. Des questions? Merci beaucoup de votre écoute. Ouais. Moi, s'il n'y a pas de questions, je vais juste faire une mini précision quand même. Quand on entend effectivement cette phrase, une Tesla, c'est un impact à l'achat, en termes de volume, de coût d'achat, on oublie souvent la temporalité qui est majeure quand on fait la différence entre une thermique et une électrique. Alors ça fait très commercial, mais il y a un point de référence. Un moteur thermique, souvent on commence à imaginer le changer à 200 000, 300 000 km. L'espérance de vie d'une batterie 3e génération Tesla, c'est 1,2 million de kilomètres. C'est 33 ans d'un Français moyen en fait. Donc oui, ça coûte peut-être plus cher, mais la temporalité n'a rien à voir en fait. C'était une toute petite précision qui n'est pas en contradiction avec ce que tu as dit, qui est en complément de ce que tu as dit. C'est juste que quand on investit, on achète un véhicule Tesla, le jour où on appuie sur le bouton, on clique, voilà, je commande, on voit le petit hérisson apparaître, on sait que de notre poche d'un seul coup il y a 36 900. Alors je disais, il y a 36 900 il y a un an, maintenant on est à 53, donc il faut pouvoir aussi les poser sur la table. Mais comme tu dis, c'est bien un investissement. Mais moi c'est le vocabulaire que j'utilise, c'est ça qui est important. Un investissement. C'est très très intéressant. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Et effectivement, pas hésiter à... Il y a peut-être une question? Bien sûr. Pour les salariés, pour les TNS, pas pour les salariés. Bien sûr. Moi, j'avais un grand CDI acheté en 2018, j'ai 50 000 par an, il avait 200 000. Je suis tombé en panne avec cette saloperie, elle m'a coûté 31 000 à l'achat en 2018. J'ai mis 10 000 € de réparation en 4 ans, je l'ai eu, 20 000 € de gasoil. Coût total sur 4 ans pour 200 000 bornes, 60 000 €. Coût d'achat du modèle Y que j'ai reçu hier, 57 000 €, parce que j'ai acheté 2 jours avant la Génial. Au top. Bravo. Le chanceux. C'est énorme. Alors, le problème de cette valorisation, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais pour le coup,
Et effectivement, pour le TNS, bien sûr. Oui, travailleurs non salariés. Un TNS, pour ceux qui sont pas. C'est un très beau retour d'expérience en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et ben, je pense qu'on peut applaudir toute l'équipe Swiss Life. Bravo.